Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Aujourd'hui, cette visioconférence est réalisée par Home Transition et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne. Et en ce joli mercredi 2 octobre, nous allons parler un peu culture et Lina va nous présenter Paris 1874, comment inventer l'impressionnisme. Je suis Pascal, je suis là pour vous accueillir et répondre à vos questions dans la barre de conversation ou dans le petit onglet maintenant qui est nouveau, l'onglet questions-réponses, et puis résoudre les éventuels problèmes techniques si vous en avez. Si vous nous regardez en replay, je vous invite à vous connecter sur go.movodom.com/visio pour vous inscrire à nos prochaines visioconférences, nous rejoindre en direct et ainsi pouvoir échanger à la fin de la présentation avec l'intervenante et poser vos éventuelles questions. Lina, je te laisse prendre le contrôle de la présentation, te présenter rapidement et puis voilà, parfait. Et puis nous parler de l'impressionnisme à Paris. Je crois que c'est bon en ce qui me concerne. C'est parfait. Ça va? Bon, bonjour. Donc, je suis Lina Beignot de Valmont. Je suis guide conférencière et en ce moment, je travaille beaucoup au musée d'Orsay sur deux expositions. L'une qui s'appelle Harriet Backer, la musique des couleurs. Et cette Harriet Backer est une peintre norvégienne de la fin du 19e, début du 20e siècle qui va longuement séjourner en France, à Paris, qui est une plaque tournante des arts et qui va être très séduite justement par le mouvement impressionniste qui va inspirer sa propre peinture. Donc voilà l'exposition du moment. Une autre exposition au musée d'Orsay en ce moment qui va commencer la semaine prochaine, c'est la fameuse exposition Caillebotte, qui est une des plus grandes expositions de l'automne, sur laquelle je vais m'intéresser prochainement et qui va, je pense, attirer énormément de monde, comme d'ailleurs tous les thèmes reliés à l'impressionnisme. Et puis une autre exposition au musée Marmottan sur l'histoire du trompe-l'œil, le trompe-l'œil de la Renaissance à aujourd'hui, comment les artistes se sont investis de cet art du trompe-l'œil pour justement tromper le spectateur. Donc voilà mes trois sujets du moment dans les musées in situ. Et puis avec vous, donc je vais m'intéresser à une exposition qui a eu lieu donc au printemps dernier et qui a attiré un monde fou qui s'appelait donc Paris 1874, inventer l'impressionnisme. Alors dès qu'il y a le mot impressionnisme quelque part, les visiteurs se ruent dans les musées. Cette exposition a donc fait fureur. Il y avait à peu près 300 œuvres qui étaient présentées et un monde absolument fou. Donc évidemment, sur les 300 œuvres, rassurez-vous, j'en ai sélectionné à peu près 25-30 pour pas vous assommer. Mais ce sont évidemment des œuvres que vous connaissez pour la plupart parce que ce sont des œuvres ultra connues, mais il y a aussi donc des petites nouveautés et qu'on va partager ensemble. Donc voilà, donc 1874, nous sommes donc en 2024. L'idée était donc de célébrer l'invention de l'impressionnisme. C'est donc un mouvement artistique qui est né précisément en 1874 et qui évidemment va avoir du mal voilà, à intéresser le public, mais qui par la suite, comme vous le savez, va donc gagner les cœurs et donc va transformer aussi l'histoire de l'art. Alors, c'est une exposition en fait qui raconte une autre exposition. En 1874, il y a eu cette première exposition impressionniste et en fait, les conservateurs ont voulu restituer ce moment qui a été donc un grand moment parisien, mais qui n'a intéressé que peu de monde et qui est l'acte de naissance de l'impressionnisme. Donc, voici donc le contexte. Nous sommes en 1874 et que s'est-il passé quelques années auparavant? Eh bien, il y a eu la guerre franco-prussienne. Cette guerre franco-prussienne a été un véritable désastre. C'est la fameuse défaite de Sedan qui va mettre à mal le bonapartisme de Napoléon III.
Et donc, il va y avoir Paris va être totalement saccagé. Suite à cette guerre de 1870, il va y avoir la commune parisienne, qui est donc une sorte de révolution, de guerre civile, qui va chambouler évidemment tout le paysage parisien. Il se trouve que, comme vous le savez sans doute, Haussmann, le fameux baron Haussmann, avait tenté de moderniser Paris dans les années 1860 à peu près. Et donc Paris, c'était en pleine agitation, des nouveaux boulevards, des nouveaux bâtiments, des parcs, etc. Et évidemment, ces deux événements que sont la guerre de 1870 plus la Commune vont mettre à mal tous les efforts initiés par, euh, par Haussmann. Et donc, tout s'arrête et les Français se battent. Il y a évidemment de quantités de morts et ce sont donc des dessins qui ont été faits par Manet et qui vous montrent donc tous voilà, les dommages qui ont été créés dans Paris. Malgré ça, au lendemain de cette commune, Paris va renaître de ses cendres assez rapidement. Les Français se remettent debout et vont continuer à reprendre les travaux initiés donc sous le baron Haussmann. Donc voilà, il y a un quartier qui est particulièrement séduisant et intéressant, c'est le quartier de l'Opéra. L'Opéra Garnier, que certains d'entre vous connaissent, avait été initié justement par le baron Haussmann dans les années 1860. On interrompt les travaux à cause de la guerre et de la Commune, et dès le lendemain de tout cela, eh bien, on s'attaque à nouveau aux travaux de l'opéra qui doit être achevé pour le loisir donc, des Parisiens. Donc là, je vous ai mis deux images. Donc à gauche, il s'agit du boulevard des Capucines. Nous sommes au 31 boulevard des Capucines, devant un bâtiment où se trouve dans les deux étages supérieurs, l'atelier d'un certain Nadar. Donc vous voyez le nom marqué sur la façade. Et sur la droite, un tableau fait par Claude Monet, donc un de nos héros évidemment, qui s'appelle Boulevard des Capucines. Voilà, que se passe-t-il? Nous sommes en 1874 et un groupe d'artistes audacieux et très liés vont décider de faire bande à part par rapport au salon officiel qui est organisé tous les ans donc au Palais de l'Industrie pour organiser leur propre exposition indépendante et s'opposer au diktat donc de l'Académie des Beaux-Arts et du salon. Pour cela, eh bien, ils vont trouver un endroit qui est donc cette adresse, le 35 boulevard des Capucines. Ça tombe bien, ce 35 boulevard des Capucines est juste à côté du quartier de l'Opéra, du Grand Opéra Garnier, dont les travaux continuent. Et donc, c'est un quartier qui bouge beaucoup, où il y a un peu toute l'élite sociale qui se retrouve au cœur de Paris. Il y a des restaurants, donc l'opéra qui va attirer bientôt les Parisiens pour de beaux spectacles. Il y a des magasins, etc. C'est vraiment, il y a des banques, il y a vraiment tout un fourmillement social de gens plutôt fortunés qui sont prêts donc à dépenser de l'argent et à profiter de leurs loisirs. Et le groupe de ces quelques-uns, dont je vous cite les noms que vous connaissez par cœur, mais qui sont Claude Monet, Edgar Degas, Auguste Renoir, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Alfred Sisley, Paul Cézanne et d'autres, vont lorgner cet immeuble dont les deux derniers étages sont occupés par un certain Nadar. Nadar, qui est-il? Nadar, c'est un photographe. Ce sont les débuts de la photo, qui avait occupé donc c'est les deux derniers étages du 35 boulevard des Capucines et qui malheureusement a fait de mauvaises affaires et doit donc céder son bail. Et il se trouve que nos jeunes artistes sont très friands de cette adresse. Pourquoi? Parce que c'est merveilleusement situé dans un quartier où il y a du passage du monde qui s'intéresse à beaucoup de choses, notamment aux arts. Et donc, ces deux étages sont vacants et ils se disent pourquoi ne pas initier notre première exposition indépendante. Donc, ils forment une association coopérative d'artistes, peintres, sculpteurs et enlumineurs et ils vont donc s'associer, former cette association et prévoir d'organiser leur première exposition libre.
Donc l'idée étant de se réunir, de réunir leurs œuvres, de contrer un petit peu le salon officiel. Et pour cela, ils vont choisir des dates bien précises. L'exposition aura lieu du 15 avril au 15 mai 1874, donc dans ces deux étages que vous voyez ici. Et le salon officiel, lui, commence le 1er mai, donc nous sommes 15 jours avant. Et donc, ils ont la liberté de pouvoir présenter leurs œuvres sans d'avoir la compétition du salon. Donc voilà, ils s'organisent, ils vont présenter dans ces deux étages ici, donc à peu près il y a 7 pièces, 7, 8 pièces, à peu près 170 œuvres qui sont signées des noms que je vous ai cités, mais pas seulement, ils sont 31 artistes, ils sont d'origine sociale très différente, ils vont choisir des supports très différents, certains la toile, d'autres la gravure, etc. Il va y avoir aussi des sculpteurs et ils vont décider de réunir leurs œuvres dans l'idée d'abord de n'avoir aucun jury pour critiquer ou leur attribuer des médailles ou quoi que ce soit, et aussi pour pouvoir vendre leurs œuvres et se faire connaître. Donc c'est un immeuble tout à fait moderne pour l'époque. Il y a un ascenseur, figurez-vous, qui permet d'arriver aux 2 derniers étages. Et puis on bénéficie aussi de la lumière au gaz. Et ils vont décider aussi que l'exposition sera accessible pendant tout ce mois, du 15 avril au 15 mai, y compris le soir. Et l'idée est aussi de présenter donc ces 170 tableaux en faisant en sorte qu'ils soient bien répartis dans les salles afin de ne pas être étouffés, si vous voulez, d'avoir une lisibilité sur les murs qui permettent évidemment l'agrément du spectateur. Alors voilà donc le boulevard des Capucines, vu de chez Nadar, donc de cette adresse-là. C'est un tableau fait par Monet. Et vous voyez qu'il y a de l'animation. On ne s'ennuie pas dans ce quartier-là. C'est un jour un peu gris. Voilà, il pleut peut-être. En tout cas, c'est humide. Et on voit comment Monet décrit et fait ressentir l'ambiance du quartier. Ça bouge, ça fourmille même. Il y a évidemment on imagine très bien les immeubles haussmanniens sur le côté. On voit les calèches, on voit les piétons habillés essentiellement en noir, qui piétinent. On voit la haie d'arbres au centre qui crée la profondeur donc, de la toile. Il y a donc même des enfants qui jouent avec des ballons que l'on observe sur la droite. On voit même des personnages, vous voyez, sur un balcon qui observent justement le spectacle. Et ce balcon, c'est précisément le balcon de Nadar. Voilà. Donc vous voyez, nous sommes dans l'ambiance et donc cette exposition va commencer. Alors, je vous ai cité le nom de Renoir. Renoir, en fait, va donc être celui qui va organiser et disposer, je dirais, les 170 œuvres au sein de ces huit salles. Renoir va donc faire ces très belles œuvres et comme c'est lui qui organise l'emplacement des tableaux dans les différentes salles, eh ben, il se sert le premier. Il n'a pas froid aux yeux. Dans la première pièce, que voit-on? Des œuvres de lui, essentiellement des œuvres de lui. Donc, on a deux œuvres de Renoir, dont la petite danseuse que l'on voit à gauche et la parisienne que l'on voit à droite. Et vous voyez que c'est donc deux personnages féminins, une enfant et une femme un peu plus mûre. Vous voyez que en fait, il s'attache à représenter la vie parisienne. Pourquoi une danseuse? Puisque nous sommes près de l'opéra, et une parisienne, bien parce que ce sont les habitants du quartier. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va donc utiliser une touche tout à fait novatrice. Vous voyez la petite danseuse, le fond est quand même relativement flou, il y a une espèce de dégradé de bleu qui est assez chatoyant. Et la jeune fille donc, est debout en position de quatrième et elle nous regarde et elle est habillée de son petit tutu. Elle a quand même une certaine audace dans son regard, un petit ruban noir autour du cou. Et on observe donc le tutu, la manière dont il traite le tutu, on dirait un nuage en quelque sorte. Rien de précis, mais il y a quelque chose de vaporeux qu'il arrive à restituer avec son pinceau, qui est quand même assez incroyable à cette époque et évidemment qui va choquer les spectateurs. Puis la parisienne, alors la parisienne aussi bénéficie d'un fond un peu presque
marmoréen avec un dégradé donc de bleu, d'ocre, etc. Elle trône donc en pied dans une robe magnifique avec ce jeu justement de bleu un petit peu flou. Vous voyez qu'il n'y a aucun détail de la robe. On voit plutôt une masse avec les plis, les dentelles, etc. Mais il n'y a pas de détail de boutons. On n'est plus dans la précision du trait comme c'était le cas jusqu'à maintenant. La précision se trouve plutôt dans le visage, mais sinon, il y a voilà, le magnifique rendu de cette robe bleue, de ces gants, donc, et aussi de la coiffure, du chapeau, etc. Toute l'élégance de la Parisienne est représentée avec une touche tout à fait séduisante et très, très novatrice. Donc voilà, donc Renoir se met en valeur dès l'entrée dans l'exposition et et va disposer de ces tableaux, le premier. Voilà un autre tableau de Renoir qui s'appelle alors, il y a une erreur dans les titres qui ne correspondent pas au tableau. Je suis assez étonnée, mais c'est pas grave. Je vais vous dire les titres des tableaux. Donc, il s'agit d'un tableau qui s'appelle La Loge. Et évidemment, nous sommes près de l'opéra. C'est toujours une œuvre d'Auguste Renoir et qui représente la vie quotidienne dans le quartier parisien. Et vous voyez donc cette femme au premier plan et dans une loge, précisément, on aperçoit le rebord. Elle est habillée à la toute dernière mode. Elle sait donc une robe de chez Worth, rayée noir et blanc. Elle tient des jumelles. Elle est toute très maquillée, très bijoutée. Elle a un regard très doux et des fleurs dans les cheveux, etc. Tout ça pour égayer son apparence et attirer le regard, évidemment. Donc elle sait très bien qu'elle est regardée. Elle est accompagnée d'un homme, son mari ou quelqu'un d'autre, qui est derrière, qui n'a pas l'air de s'intéresser à elle du tout, mais par contre, il lui est équipé de jumelles et il regarde justement dans les loges opposées, dans l'idée de retrouver des belles jeunes femmes ou des toilettes qui l'intéressent. Donc vous voyez, on va à l'opéra non pas, enfin si pour voir un spectacle, mais pas uniquement. On va à l'opéra pour être vu, pour regarder, pour se pavaner, etc. Et là, donc Renoir se délecte justement à nous mettre dans l'ambiance de ce Paris donc de l'après-guerre où le loisir est tout à fait à l'honneur. Alors, nous sommes dans la deuxième salle et Renoir a donc décidé de placer deux œuvres importantes, l'une de Berthe Morisot sur la gauche et l'autre de Paul Cézanne. Alors, ce sont deux ambiances complètement différentes et donc les spectateurs vont voir deux tableaux qui vraiment presque choquants. Alors, d'une part, Berthe Morisot, l'unique femme donc du groupe de ces 31, donc une femme audacieuse parce qu'évidemment l'art n'était pas très facile d'accès pour les femmes, mais elle avait été donc tout à fait décidée de se lancer dans cette voie. Et Berthe Morisot donc va se joindre à ce groupe masculin donc de peintres et va réaliser cette œuvre qu'on appelle le berceau. Cette œuvre se trouve au musée d'Orsay et elle représente sa sœur Edma Pontillon, qui vient de mettre au monde une petite fille qui s'appelle Blanche et qui s'endort dans son berceau. Edma, qui est la sœur la plus proche de Berthe, elles étaient toutes les deux extrêmement liées et toutes les deux aussi très amatrices de peinture. Donc toutes les deux ensemble vont se lancer dans une carrière artistique. C'est très difficile à l'époque pour les femmes. Donc, Berthe va persister. Par contre, Edma va devoir renoncer à sa carrière artistique parce qu'elle décide de se marier et ne pouvant pas allier les deux occupations, je dirais, c'est pas, voilà, la famille et le travail, elle va devoir renoncer à ses pinceaux. Elle va épouser un officier de marine, partir en province et elle va donc mettre au monde en tout cas sa première petite fille, donc Blanche. Donc ce tableau va être fait par Berthe, qui a une relation très proche avec sa sœur et qui va vouloir donc rendre compte de la nouvelle vie de sa sœur. Donc on a là Edma, qui, qui est un portrait d'Edma vu de profil, qui est tendrement en train de contempler sa fille, qui est dans un landau blanc dont on aperçoit le visage endormi derrière les voilages. Et là, Berthe a
évidemment, qui est une grande artiste, décide, enfin, emboîte le pas à ce mouvement impressionniste en cours en adoptant un pinceau très léger, très fluide, où les détails ne sont pas, on n'est pas dans le détail des visages avec une précision absolue, on est dans plutôt une impression, une ambiance. On voit justement cet échange de regards entre la mère et l'enfant, la douceur de la relation, l'amour de Berthe pour le blanc, entre les rideaux au fond, le voile du berceau, etc. On voit une artiste qui cherche justement à rendre la beauté de cette teinte et la transparence donc des touches. La mère elle-même est habillée d'une couleur sombre. Vous voyez qu'elle a l'air quand même assez mélancolique, peut-être aussi euh, tout à la joie de contempler son enfant. Elle regrette également sa carrière d'artiste qu'elle a dû abandonner. Juste à côté se trouvait ce tableau de Paul Cézanne. Alors rien à voir, autre ambiance. Nous ne sommes pas dans une ambiance de maternité, mais chez un artiste frondeur qui décide de reproduire, en quelque sorte, la fameuse Olympia de Manet. Manet avait fait une œuvre qui s'appelle l'Olympia, qui est très connue, qui date de 1865, et donc Paul Cézanne va parodier cette œuvre. Vous connaissez toute l'Olympia de Manet, c'est une œuvre qui représente une jeune femme très dénudée, allongée sur un lit, et dont la servante noire à l'arrière-plan lui apporte un bouquet de fleurs donné par son amant. Et là, donc, il réemploie, je dirais, le thème de l'Olympia pour faire cette œuvre qui ressemble plus à une ébauche, en quelque sorte, qui s'appelle la Nouvelle Olympia. Et là, qu'ajoute-t-il? Donc, on voit Olympia, donc cette prostituée nue qui se trouve devant nous, la jeune esclave noire qui vient soulever le drap qui cachait Olympia. Un, Ici, on voit un chat qui est bel et bien présent dans l'œuvre de Manet, mais il a rajouté la présence donc du voyeur, spectateur, qui est l'homme qui se trouve au premier plan. Et ça, évidemment, c'est un choc absolu. Imaginez les spectateurs qui arrivent pour découvrir cette exposition pendant le mois qui, pendant lequel elle se déroule, donc du 15 avril au 15 mai 1874, voient ça et sont absolument choqués. Et même cette œuvre était presque protégée parce que les spectateurs étaient tellement outrés par une telle œuvre, tant par le thème que par la facture, etc., qu'ils craignaient le scandale. Ça arrive encore aujourd'hui dans les salles de certains musées. Donc voilà pour Paul Cézanne. Et il y avait donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une trentaine de participants d'origines très différentes, etc. Et des personnages non inconnus. Celui-ci s'appelait Félix Kahl et il fait ce très beau portrait. Je vous ai choisi vraiment les œuvres que je préfère, évidemment. Et ce tableau représente le vieux pêcheur. Le vieux pêcheur est ici représenté donc par Cal. Vous voyez, donc c'est un portrait assis dans un intérieur. L'homme d'un certain âge, donc le vieux pêcheur, pose de face dans un moment de tranquillité. Il a l'air un petit peu rêveur. Vous voyez la beauté de ses mains, des mains qui ont travaillé, qui sont lourdes, épaisses, charnues, etc. Et puis aussi la beauté de son visage qui est doucement éclairé par la lumière qui vient donc de la droite et qui met en valeur donc les traits du visage. J'aime particulièrement les tons de ce tableau avec ce côté mordoré, ocre qui est très séduisant. Il y a une unité assez incroyable. Il y a donc une petite nature morte au premier plan. Kals, dont on voit ce tableau ici, était le plus âgé de ces 30 artistes qui ont participé à cette première exposition impressionniste. Donc lui, il n'est pas qualifié en quelque sorte d'impressionniste, mais vous voyez qu'il essaye d'être dans un entre-deux entre la peinture traditionnelle et donc une petite attirance donc, pour l'impressionnisme. Donc voilà pour ce beau pêcheur de Cals. Alors, voilà, je vous ai montré quelques œuvres donc de cette première exposition. Nous en verrons d'autres tout à l'heure. Mais voilà, nous arrivons le 1er mai 1874, débute à Paris, donc 15 jours après le démarrage de la première exposition impressionniste, le salon officiel. Le salon officiel est un événement majeur de Paris qui a lieu donc au Grand Palais, qui s'appelait à l'époque le Palais de l'Industrie. C'est
il y a beaucoup de publicité autour de ce salon. C'est exactement le 93e salon qui est organisé. Et c'est l'Académie des Beaux-Arts qui donc organise tout ça. Et il y a une sélection de plus de 3000 œuvres. Alors, par rapport aux 170 dont je vous ai parlé pour la première exposition, vous voyez le décalage. Il y a 24 salles sur 2 étages et des grandes salles dans lesquelles sont dispersées toutes ces œuvres. Il y a donc au rez-de-chaussée toute la sculpture et à l'étage toute la peinture. Depuis l'origine, les salons en fait ont commencé sous le règne de Louis XIV. C'est lui qui a initié donc cet événement du salon. Pourquoi s'appelle-t-il le salon? Parce que cette exposition avait lieu au Louvre à l'origine, dans le salon carré du Louvre. Et c'est cet espace qui a donné le nom à l'événement qui, à partir du règne de Louis XIV, s'est déroulé tous les 2 ans d'abord, puis tous les ans par la suite. Puis le salon du Louvre devenant trop petit, les artistes et l'Académie des Beaux-Arts a décidé de réaliser dans cette exposition à l'actuel donc Grand Palais, qui était donc le Palais de l'Industrie. Donc c'est un événement majeur qui attire tous les artistes en fait qui veulent se montrer, qui veulent être reconnus par l'État, par leurs congénères, par le public parisien. Et donc c'est vraiment un événement très important. 3000 œuvres accrochées sur les murs à touche-touche, le contraire de ce qu'ont souhaité les impressionnistes dans l'exposition du boulevard des Capucines. On a du mal à repérer les éléments les uns par rapport aux autres. C'est assez encombré, assez touffu. Et donc, le public se rue à cet événement pour contempler les œuvres donc de tous ces grands noms de la peinture sélectionnés par l'Académie des Beaux-Arts et qui auront peut-être la chance de remporter une médaille comme aux Jeux Olympiques, or, argent, bronze, ou bien aussi de pouvoir être acheté par l'État, ce qui est vraiment le summum. Et donc ce tableau est très intéressant. L'artiste s'appelle Caballo Lassalle et c'est une acquisition récente du musée d'Orsay qui représente justement le salon. Donc le salon, c'est cet événement. Vous voyez tous les tableaux sur les murs à touche-touche et ce public tout à fait intéressé et endimanché pour se rendre à cet événement majeur. Donc on a ce Caballo Lassalle a en fait réalisé ce tableau du salon de 1874 représentant une des salles donc, du palais de l'industrie où sont présentés essentiellement des paysages. On a aussi un portrait et en fait il a proposé aux artistes qui ont réalisé ces tableaux de les réaliser au sein même de ce tableau en miniature. Donc c'est un tableau à plusieurs mains, si l'on peut dire. Donc on aperçoit des paysages, un portrait, puis on aperçoit le public. Vous voyez, les femmes sont quand même très élégantes avec leurs robes chatoyantes. Bon, il y a même des enfants et les hommes donc sont plutôt sobres avec donc leur tenue noire et observent les tableaux. Alors, ce qui est toujours drôle, si on fait une étude sociologique, c'est que les femmes papotent et discutent, tandis que les hommes sont complètement penchés sur les tableaux à regarder, à étudier donc les détails des œuvres. Donc, ça montre le contraste aussi des personnes. Donc, voilà un tableau très intéressant qui vous introduit dans le salon. Alors, le salon est l'occasion de montrer donc des œuvres sélectionnées par les Beaux-Arts, c'est-à-dire des œuvres académiques. Donc, qui respectent les codes de l'académie, qui exigent donc une hiérarchie des genres. Là, vous savez que la peinture d'histoire est à l'honneur, puis le portrait, puis la peinture de genre, etc. Et le paysage arrive en tout dernier lieu. Donc là, cette œuvre représente un moine dans son atelier, en train de sculpter une statue en bois d'un Christ que l'on aperçoit au premier plan. Vous voyez qu'on est dans un atelier où il y a de nombreuses œuvres religieuses, mais il y a aussi tous les outils
donc propre au sculpteur que l'on aperçoit de part et d'autre. Le moine est assez imposant, il est bien mis en lumière, enfin, il y a un très beau rendu dans la facture et du personnage et des objets qui l'entourent. Et donc ce genre d'œuvre plaît évidemment énormément donc au public qui retrouve en fait ces classiques en voyant ce type d'œuvre. Donc je vais vous montrer quelques œuvres qui étaient au salon pour vous montrer le contraste en fait avec les œuvres qui étaient dans la première exposition impressionniste. Voilà une très belle œuvre aussi de Jules Breton qui s'appelle La Falaise. Jules Breton était breton et donc là il représente une petite jeune fille, une bretonne précisément, qui se trouve allongée à plat ventre sur un rocher au bord de l'eau, qui est déchaussée, qui a posé donc son fuseau. Vous voyez, se trouve ici et qui contemple donc l'horizon, la mer, les flots, etc. Donc c'est vraiment un très beau paysage. On aperçoit des mouettes sur le côté. La mise en scène est magistrale. C'est un tableau de grand format qui était destiné justement aux bâtiments administratifs et qui montre aussi cette Bretagne qui change parce que le paysage change. Nous sommes au début de la révolution industrielle et puis la Bretagne est une région particulièrement conservatrice. Et donc là, la jeune fille admire le lointain. Elle est rêveuse, voilà, dans l'idée que le paysage, en fait, véhiculant l'idée que le paysage ne doit pas changer, qu'on doit rester fidèle à ce que l'on connaît. Voilà une très belle toile avec de très belles couleurs. Et voilà une œuvre assez intéressante de Jean-Léon Gérôme qui s'appelle L'Éminence grise. Alors, cette œuvre, qui n'est pas si grande que ça, vous voyez, elle fait juste 1 mètre, donc sur 68 centimètres, est une œuvre assez incroyable qui est un tableau d'histoire. Nous sommes nous sommes au salon et la peinture d'histoire est vraiment essentielle. Et la peinture d'histoire est en perte de vitesse. Nous sommes à une époque où il y a un petit peu un changement de regard sur la peinture et on se lasse en fait de la peinture d'histoire. Il faut dire que on sort de la guerre et que cette actualité a quand même bousculer la population et donc on voudrait tourner un petit peu la page. Mais l'Académie souhaite quand même que la peinture d'histoire soit donc, encore et occupe une place très importante. Et Jean-Léon Gérôme, qui est un peintre académique pompier par excellence, va proposer ce tableau qui s'appelle L'Éminence grise. Alors là, il ne s'agit pas d'actualité, en l'occurrence, il s'agit de l'histoire du passé, puisque nous sommes sous le règne de Louis XIII et de Richelieu. Et en fait, l'éminence grise, c'est ce moine que vous voyez ici. Nous sommes au Palais Royal. Il est tout à fait concentré dans sa lecture. C'est même assez incroyable parce qu'il ne faut pas qu'il se casse la figure en descendant les marches. Il est donc l'éminence grise, c'est lui. Donc c'était une grosse pointure, je dirais, de l'entourage de Richelieu qui lit son bréviaire en descendant l'escalier, pendant que les courtisans montent donc l'escalier du Palais Royal, donc reconnaissent l'éminence grise et donc se prosternent donc à la vue du personnage qui doit être un grand personnage de l'État. Et on voit donc tous ces courtisans dans des vêtements chamarrés en train de se prosterner à la vue donc de ce personnage. Donc il y a une certaine théâtralité, nous sommes dans un escalier, il y a les armoiries à l'arrière, une très belle balustrade, etc. Voilà, nous sommes dans un tableau tout à fait théâtral et historique. Ce tableau va gagner la médaille d'honneur donc du salon de 1874. Et le fait que Jean-Léon Gérôme, peintre d'histoire, soit couronné de cette médaille va quand même jeter un froid dans l'assistance parce que le public, en fait, est mécontent de cette attribution et aurait préféré que cette médaille d'honneur aille à Jean-Baptiste Corot, qui avait donc fait un très beau paysage qu'ils estimaient être donc qu'il était digne de recevoir cette médaille. Toutefois, ce n'est pas lui qui va la recevoir, c'est Jean-Léon Gérôme. Et vous voyez, la peinture d'histoire est donc bel et bien mise à l'honneur. Nous repartons dans l'histoire en fait qui mêle le salon et la première exposition impressionniste pour vous parler de Manet. Édouard Manet
est quand même celui qui est à l'origine de cette peinture moderne et qui donc va, lui, réaliser des œuvres tout à fait importantes et qui va refuser de collaborer avec ses amis de la première exposition impressionniste. Il décide de faire bande à part et lui estime que la consécration doit venir du salon officiel et non pas d'un- d'un- d'autre part. Et donc, il va faire bande à part et continuer et à présenter ses œuvres au salon officiel. On a ici une scène de l'opéra, comme vous pouvez le voir, toujours le Paris de la modernité, avec donc cette réunion de gens particulièrement élégants, surtout des hommes, vous voyez, en frac, qui sont là dans l'entrée de l'opéra, avec donc quelques femmes qui sont masquées, dont on n'aperçoit pas les visages. Et au milieu de ce brouhaha, on observe donc des jeunes prostituées qui se promènent dans des tenues un petit peu affriolantes, vous voyez. Et il y a même on appelle ça pas un clown, mais un arlequin, voilà, qui se promène ici et qui essaye donc de se mêler à cette ambiance élégante pour attirer les charmes donc de certains hommes. Donc vous voyez cette ambiance, on voit bien qu'il y a des globes électriques sur les murs. Donc, vous voyez, la modernité est à l'œuvre. Et Manet a donc montré l'étage supérieur où on voit également des pieds dépassés. Donc, pour vous montrer donc, que nous sommes presque devant un instantané. Il présente comme un cliché photographique les deux étages en donnant juste une idée de l'étage supérieur. Mais vous voyez, l'ambiance est gaie et il y a un mélange de population tout à fait intéressant. Il va réaliser donc ce tableau qui s'appelle le chemin de fer, alors qu'on ne voit aucun train. Mais c'est donc une œuvre phare qu'il refuse de présenter à l'exposition impressionniste, mais bel et bien au salon de 1874. Et on y voit donc un portrait d'une jeune femme sur la gauche qui a interrompu sa lecture pour justement regarder l'artiste. Elle tient un chiot sur ses genoux et elle est élégamment habillée, accompagnée d'une fillette que l'on voit de dos, qui est accrochée, je dirais, aux grilles donc du pont de l'Europe, en train de regarder un spectacle que l'on devine à l'arrière-plan, mais qui est évidemment bel et bien la gare Saint-Lazare. Donc les gares sont à la mode à cette époque-là. C'est le moment où les trains donc, permettent à la population de pouvoir sortir de Paris et d'aller en province. Et la petite fille, avec sa jolie robe bleue, est totalement saisie par l'ambiance qui se trouve devant elle, que l'on devine. On aperçoit la vapeur des trains, on devine vaguement les rails, on aperçoit les bâtiments haussmanniens à l'arrière-plan, on aperçoit aussi un balcon sur la droite. Donc voilà, ce Paris moderne qui est donc tout à fait, qui attire l'attention de Manet et qu'il restitue par ce biais-là, avec le portrait donc de cette femme et de cette fillette. Et donc évidemment, cette peinture va choquer, parce que le chemin de fer, eh bien, où est-il? Pourquoi parle-t-il de cela? Pourquoi y a-t-il ce grillage qui en fait la séparation entre les jeunes femmes et le fond du décor? Enfin, tout ça est très déroutant, évidemment, et va donc faire couler beaucoup d'encre contre Manet pendant le salon de 1874. Alors, il avait une élève, Manet, qui s'appelait Eva González, donc d'origine espagnole, comme son nom l'indique. Et Eva González va être formée par Manet et va donc réaliser ces deux tableaux. Donc là, vous avez encore la loge. Donc rappelez-vous celle de Renoir qu'on a vue il y a un instant. Donc la loge vue par Eva González. Eva González, comme son maître Manet, refuse de participer à l'exposition impressionniste. Et on voit donc là une jeune femme, sa sœur, en l'occurrence, comme pour Berthe Morisot, c'était un tandem de sœurs qui étaient très liés, qui est donc dans une loge assez dépoitraillée, élégante, avec un regard rêveur, une fleur dans les cheveux, etc. On retrouve tout à fait les éléments qu'il y avait dans la peinture de Renoir tout à l'heure. Un bouquet de fleurs, donc pour mettre en valeur le décor, le très beau rideau de la loge, et puis son mari ou son amant, donc qui est dans un second plan, vu de profil, élégant aussi.
Et donc, une peinture très légère, où il n'y a plus la précision académique que l'on demandait aux artistes, mais qui, donc, on voit la touche impressionniste qui apparaît. Et Eva González, comme Manet, donc, s'obstine à vouloir présenter leurs œuvres au salon. Cette œuvre, donc, la loge de Eva González, va être refusée par le salon. Elle va présenter une deuxième œuvre, c'est-à-dire cette femme-là. C'est un pastel qui représente donc la femme, vous voyez, dans une tenue d'intérieur, je dirais au petit matin, assise dans un très joli fauteuil Louis XVI, qui donc est à sa toilette. On observe la toilette sur la droite avec le miroir et qui observe un panier qui est à ses pieds dans lequel il y a des chiots. Alors, c'est un très beau pastel et Eva González va remettre au goût du jour l'art du pastel, justement. La manière dont elle sélectionne les tons, la composition, etc., font que cette œuvre est tout à fait magnifique. Et cette œuvre, par contre, va être acceptée au salon, contrairement à la loge qui se trouve juste à côté. Donc, vous voyez, l'arbitrage de l'Académie des Beaux-Arts est quand même tout à fait étonnante. Donc voilà, mais c'était un très joli tableau et qui va donc permettre d'apprécier la qualité de la touche et la qualité de la maîtrise du pastel par Eva González. Alors voilà deux œuvres tout à fait étonnantes. Celle de droite représente une blanchisseuse et celle de gauche représente une repasseuse. Alors celle de droite a été réalisée par un certain Saintin, non, de gauche, pardon, par un certain Saintin, et cette œuvre va être présentée au salon. En regard, celle-ci est une repasseuse de Degas qui va être présentée à l'exposition impressionniste. C'est pour vous montrer un petit peu la différence. Ces deux artistes vont s'intéresser au monde ouvrier. Il y a peu d'œuvres qui s'intéressent au monde ouvrier, mais en voilà deux. L'une, donc celle de gauche de Saintin, représente une blanchisseuse, donc dans la rue, élégamment habillée quand même, portant donc sa charge de linge blanc reluisant de reflets et de dentelles. Et vous voyez qu'on voit à l'arrière-plan justement la vitrine où se trouve tout ce linge. Et cette femme est souriante, elle-même en train de séduire en fait les personnages qui circulent devant elle. Donc il y a un échange de regards et donc elle sait qu'elle est regardée et elle cherche justement à l'être. Et donc ce tableau est très séduisant justement par la facture très nette, très lisse, le rendu de la lumière, la perspective, etc. Il y a une très belle facture dans le rendu de cette œuvre. Degas à côté va faire cette repasseuse. D'abord, l'œuvre paraît inachevée, il y a un côté ébauche justement, puisqu'on aperçoit le fond, on aperçoit même le papier, c'est un pastel. Et la jeune femme ici est à l'œuvre en train de repasser et elle montre son épuisement. On voit son petit nez en trompette vu de deux, trois quarts. On voit la lassitude de l'effort et peut-être même la chaleur liée évidemment au fer, etc. Et il arrive à traiter donc la physionomie, l'expression de cette femme avec un réalisme assez incroyable grâce à sa grande maîtrise donc, du pastel et aussi du trait des visages, etc. Donc, vous voyez deux rendus très différents qui vous montrent pourquoi une des œuvres se trouve au salon et l'autre dans l'exposition impressionniste. Degas, encore à nouveau, Degas n'a pas froid aux yeux et lui va présenter donc cette œuvre qui s'appelle Aux courses en province, donc qui vient de Boston et qui est un petit tableau, mais donc qui représente un paysage, mais qui est animé. Nous sommes aux courses en province et précisément au premier plan, il y a une calèche dont on voit les deux chevaux qui sont même tronqués. Vous voyez, on ne voit pas les pattes et la partie inférieure. Donc ça, justement, c'est un clin d'œil aussi à l'art de la photographie qu'il maîtrisait bien, donc l'instantané photographique. Et on voit dans la calèche deux femmes, donc l'une tient un ombrelle pour abriter l'autre donc du soleil, un homme, Monsieur Valpinçon, qui est donc qui joue le rôle de cocher avec son chien. Et en fait, ces personnages se rendent aux courses en province. Monsieur Valpinçon accompagne sa famille et on a ici Madame Valpinçon qui vient de mettre au monde un petit bébé qui est nourri au sein par la nourrice. C'est du jamais vu.
en fait. Ce genre de scène de genre tout à fait spontanée où on voit la nourrice nourrir le bébé dans une calèche, etc., pendant qu'au loin se déroulent donc les courses. Vous voyez les chevaux au galop à l'arrière et les spectateurs juchés sur les chevaux qui sont à l'arrêt et que l'on voit de dos, dont on voit la croupe. Tout ça, c'est du jamais vu. Et évidemment, ça surprend, c'est original. Que cherchent à faire donc ces impressionnistes. Et Degas donc emboîte le pas à cette tendance-là. Et c'est un moment où le paysage revient à l'honneur. En fait, les impressionnistes vont prendre leur palette et le pinceau et se mettre en plein dans le paysage. Ils aiment l'extérieur, le plein air, ils aiment la lumière. Ils recherchent à comprendre les ondulations de la lumière sur les paysages, mais pas que sur les paysages, mais le paysage s'y prête évidemment. Et donc, ils vont être très séduits par ce paysage. Et pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le paysage change. C'est la révolution industrielle. Il y a des constructions d'usines, il y a donc des voies ferrées, etc. Et il y a cette perte un peu du paysage originel qui est en train de se dégrader. Et puis il y a aussi une volonté aussi de la part des impressionnistes d'effacer les traces des guerres. Et en fait, ce paysage est là pour réconforter. On donne à voir un paysage paisible, où tout est beau, où l'ambiance semblerait être heureuse pour effacer aussi le souvenir de la guerre de 70 et de la Commune. Donc Pissarro, lui, va donner aussi dans cette veine du paysage. Donc là, ici, on a une magnifique œuvre qui s'appelle La Gelée Blanche. Donc on est au petit matin. Et Pissarro plante son chevalet dans un champ et donc on nous permet de contempler ce paysage de campagne où l'on voit la gelée sur les champs et sur les sillons. Il y a juste un petit personnage que l'on voit de dos qui, donc, avec sa canne et son fagot sur les épaules, s'apprête à marcher donc sur ce long chemin. Il est là un petit peu pour servir d'échelle, si vous voulez, mais il ponctue la toile. Mais vous voyez que les arbres sont dépouillés de leurs feuilles, que les champs sont blanchis, qu'il y a ce jeu de sillons, justement, d'ombre, je dirais, porté donc par les arbres sur les champs. Et il y a une poésie tout à fait unique donc, dans la description de ce paysage, avec des touches assez grasses et une certaine imprécision de la touche également. Alors ce tableau va être tellement décrié par les journalistes qui vont à l'apercevoir l'exposition que je vous cite même ce que va dire un des journalistes, Louis Leroy. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça des sillons, ça de la gelée, mais ce sont des gratures de palettes posées uniformément sur une toile sale. Donc voilà, donc ça commence mal pour Pissarro, mais en fait tous les artistes vont aussi faire l'objet de critiques de ce type-là. Donc voilà, une très belle œuvre de Pissarro. Voilà Sisley, donc tout le monde connaît Sisley qui était d'origine anglaise et qui lui se délecte à reproduire des paysages. Alors la grande spécialité de Sisley, c'est aussi la neige. Donc là, on est vraiment dans un très beau paysage donc, de Port-Marly qui s'appelle Gelée Blanche, où on est vraiment à la jonction entre l'automne et l'hiver. On aperçoit derrière, à l'arrière-plan, les fondaisons jaunes, orangées donc des arbres et qui se reflètent dans l'eau, dans ce miroir d'eau. Et au premier plan, donc les premières neiges qui arrivent et qui vont donc blanchir la campagne. Au loin, un bel horizon sur un petit plateau où on devine quelques maisons, mais vous voyez la beauté de la lumière qui inonde ce paysage, les reflets, les petits bateaux qui sont comme des petites notes sur l'eau. Enfin, il y a une harmonie générale qui est tout à fait séduisante, mais qui choque parce que la texture ne correspond pas aux désirs et aux attentes des spectateurs. Et cette utilisation de la couleur et de la lumière est incomprise par la plupart des spectateurs. Et voilà une œuvre qui m'a beaucoup étonnée, de Claude Monet, que je ne connaissais pas. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous la montrer pour ceux qui la connaîtraient. Mais vous voyez, c'est une collection privée, donc pas facile à revoir et qui représente donc le Havre. Monet était du Havre.
Et il va y retourner souvent, et vous savez qu'il va justement commencer sa carrière de peintre grâce à Eugène Boudin. Eugène Boudin qui va le prendre sous sa houlette et l'emmener justement découvrir le plein air, les bords de mer, pour capter justement la beauté de la lumière, des reflets sur l'eau, etc. Et donc j'ai trouvé que ce tableau qui représente le Havre, bateau de pêche, était très séduisant, puisqu'on est dans un jour de grisaille. Au premier plan, les quais humides. On voit la brillance donc, de l'eau. Euh, Vous voyez donc les petits personnages qui sont juste presque des notes de musique que l'on devine en train d'animer le quai. Les bateaux à voile dans le second plan qui s'apprêtent à partir donc pour aller justement à la pêche. Les bâtiments du Havre moderne, je dirais, de l'époque que l'on devine ici. Et puis, il y a donc dans cette partie droite l'amirauté, donc tous les bâtiments où sont abrités l'administration du port. Je trouve que les couleurs, les couleurs grises, bleutées, sont magnifiques. Le rendu aussi de la perspective, le contraste entre les tout petits personnages et les magnifiques voiles des bateaux. Enfin, on ressent toute la fraîcheur, c'est le cas de le dire, du matin sur le port de Havre, l'humidité, l'ambiance donc et l'animation de cette ville. Donc, j'ai trouvé que ce tableau était particulièrement intéressant. Donc, Monet, évidemment, est celui qui va donner le nom donc à l'impressionnisme. Voilà donc l'œuvre phare que tout le monde connaît probablement, qui se trouve au musée Marmottan, qui s'appelle Impression Soleil Levant. Cette œuvre donc est présentée par Monet à l'exposition impressionniste et il lui avait pas donné de titre. Mais Louis Leroy, le même personnage dont je vous ai cité la phrase tout à l'heure, va interpeller Monet en lui disant: mais qu'est-ce que vous avez bien voulu représenter? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Et Monet va être un peu forcé de dire: ben, c'est une impression. Donc, impression, soleil levant. Et Louis Leroy va lui rétorquer: ah oui, impression, je suis impressionné, effectivement. Et c'est cette phrase qui va donner plus tard le nom au mouvement, donc l'impressionnisme. Et là, donc, Monet représente le port du Havre. Donc, au petit matin, il est dans un hôtel qui est situé juste en face, à l'étage, et il fait une vue plongeante sur le Havre, dont on voit donc la mer relativement paisible à cette heure-ci. Donc, des barques de pêcheurs que l'on devine, et à l'arrière-plan, il y a à la fois des bateaux et dont on aperçoit les mâts, mais il y a aussi des grues de ce Havre moderne, vous voyez, qui s'industrialise en fait progressivement, le tout dans des tons gris, bleutés, etc., assez uniforme. On a du mal à distinguer les éléments les uns des autres. On a heureusement ce joli soleil qui a été rajouté tardivement et qui se reflète donc dans l'eau. Il y a ce jeu de lumière, de reflets, de mouvance de l'eau, d'ambiance en fait, et de touches tout à fait enlevées qui permet à Monet de communiquer je dirais, ses émotions par rapport au paysage et qui donne ce très beau chef-d'œuvre, donc qui est un peu la Joconde du musée Marmottan. Donc un chef-d'œuvre absolu qui va donc lancer le mouvement. Alors, après cette exposition de 1874, qui finalement est un demi-flop, 170 œuvres, 30 artistes, 3000 visiteurs en un mois. Par rapport au salon, 3000 œuvres et 300 000 visiteurs en un mois. Vous voyez le contraste. Donc, on n'est pas du tout dans la même affluence. Beaucoup de critiques à l'égard des impressionnistes. Donc, c'est un demi-flop, mais ils ne vont pas renoncer à recommencer. Et donc en 1876, il va y avoir une autre exposition impressionniste, donc 2 ans après la première, pardon, et les quelques-uns vont continuer donc à présenter des œuvres. Voilà une œuvre qui est très connue, qui s'appelle La Gare Saint-Lazare de Monet. Magnifique tableau où Monet a planté son chevalet sur les quais et donc va nous restituer l'ambiance de cette gare Saint-Lazare, qui est toute neuve en quelque sorte. Vous voyez, donc en haut, la verrière, avec donc le chef-d'œuvre de verre et de métal qui sert de toiture, et puis au sol, on aperçoit les rails. Il y a cette coïncidence entre la trame de la verrière et les rails au rez-de-chaussée. On voit le décor haussmannien à l'arrière-plan.
et puis le pont de l'Europe, et puis les trains qui partent et qui arrivent, les voyageurs qui descendent ou qui s'apprêtent à partir également, toute une ambiance à travers justement la vapeur. Monet arrive à nous restituer la modernité de cette scène de la ville de Paris. Donc un tableau très séduisant. Et Paul Cézanne va également présenter d'autres œuvres à l'exposition de 1876 et par la suite également, dont cette œuvre qui s'appelle La Maison du Pendu. Donc là, ça n'a rien à voir avec la moderne Olympia qu'on a vue tout à l'heure. Il s'est un peu assagi. Et on voit une vue plongeante donc, sur ces maisons d'un petit village. Donc du sud de la France, où il joue de la composition complexe quand même avec ce chemin qui monte sur la droite, ce chemin qui descend sur la gauche, des maisons qui s'enchevêtrent, un toit au premier plan, etc. Et on est un petit peu perdu dans cet amoncellement de formes géométriques. Et vous savez que Cézanne va abonder dans ce goût pour la géométrie et aussi pour ces couleurs un peu sourdes que l'on voit ici et qui pointent leur nez avec cette palette verte, ocre, etc. Et puis un lointain paysage à l'arrière. Mais vous voyez, donc la composition est tout à fait novatrice et tout à fait brillante donc de Cézanne. Et puis donc cette œuvre, donc Les Dindons de Claude Monet. Les dindons, alors là, nous sommes invités dans la basse-cour, en quelque sorte, avec ces oiseaux, avec leurs plumes et leurs jolies collerettes. Et vous voyez ils sont, je dirais, portraiturés au premier plan sur l'herbe, tandis que la maison, le château où se déroule, enfin, où Monet s'installe pour faire cette peinture, est à l'arrière-plan. Les touches sont très animées et il y a une belle harmonie de couleurs. Et voilà donc une œuvre, j'en arrive à la fin, mais je voulais m'arrêter sur ce tableau qui est de Caillebotte, donc le fameux peintre dont on va s'intéresser au musée d'Orsay très prochainement. Et cette œuvre s'appelle les peintres en bâtiment. Nous sommes dans le Paris haussmannien, ultra rigoureux, je dirais, parce que l'architecture est vraiment très rectiligne. Et c'est un quartier qui est occupé, donc le quartier de l'Europe, qui est occupé par la bourgeoisie, l'aristocratie, etc. Mais il y a quand même des ouvriers, forcément, qui s'activent ici. Et là, il y en a une équipe de 4 peintres en bâtiment, juchés en partie sur 2 échelles, et qui sont en train de regarder l'œuvre qu'ils ont réalisée, c'est-à-dire la peinture de cette vitrine d'une boutique de vin. Il y a des bouteilles au premier plan. Et on a donc ces 4 personnages qui, l'un avec un chapeau, un canotier, l'autre avec sa casquette, qui regardent contemple le travail qui a été réalisé, tandis qu'à l'arrière-plan se promènent donc dans une rue qui est quand même assez tranquille, hein, malgré l'importance de la perspective, où on voit des hommes et des femmes traverser par un temps extrêmement gris. Voilà, donc c'est Caillebotte qui sera à l'honneur du musée d'Orsay dans quelques jours. Et voilà ma dernière œuvre, qui est donc un œuvre très connu qui s'appelle le bal au moulin de la Galette de Renoir. Nous avons commencé avec Renoir, on finit avec Renoir. Et en fait, ces œuvres vont être présentées à l'exposition de 1877, c'est-à-dire la 3e exposition impressionniste, qui va réunir donc un peu moins d'artistes. Il y aura une quinzaine d'artistes, mais tous les grands noms de l'impressionnisme sont bel et bien présents à cette exposition. Et cette 3e exposition impressionniste de 1877 est probablement la plus belle par le concentré de chefs-d'œuvre qui sont exposés, dont celle-ci, le bal du Moulin de la Galette. Et c'est à ce moment-là, en 1877, donc lors de la 3e exposition, que le mot impressionniste est enfin utilisé pour justement définir un mouvement artistique tout à fait novateur et ultra moderne et qui va lancer ce qu'on appelle donc la nouvelle peinture et la modernité. Donc cette toile de Renoir qui chatoie de couleurs, de lumière, où on sent à la fois le mouvement, la musique, la gaieté aussi des personnages, etc. Avec donc on a même la lumière électrique qui est présente, mais aussi la lumière du jour qui filtre à travers les arbres, toute l'expression en fait du mouvement impressionniste qui va se propager après comme une traînée de poudre et qui va faire beaucoup
qui va séduire beaucoup les Américains. Vous savez que beaucoup d'Américains vont acheter les œuvres impressionnistes quand les Français sont un peu encore réfractaires. Il y aura donc 8 expositions impressionnistes jusqu'en 1886. Et ainsi, le mouvement est lancé pour ouvrir une porte à l'art moderne. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop longue. Peut-être que si. Non, non, c'est parfait, Lina. Voilà. Et Merci beaucoup pour toutes ces explications. Avant d'ouvrir vos micros pour poser vos éventuelles questions, je vous invite à répondre aux questionnaires de satisfaction. C'est important que vous le fassiez pour nous, pour qu'on puisse faire un retour à nos financeurs et également à nos intervenants, pour qu'ils voient s'ils ont des choses à corriger sur leur prochaine visioconférence. Je vous laisse la diapositive quelques secondes. Je vous mets le lien également dans la barre de conversation. Je ne sais pas si vous allez arriver à la voir, mais je vous remettrai cette diapositive juste après. Je vous passe rapidement la diapositive sur tous les projets de Movadom. Donc vous avez le livre audio et les podcasts qui sont en téléchargement gratuit sur movadom.com à propos du déménagement des seniors. Et puis la chaîne YouTube Movadom. Vous allez sur YouTube, vous tapez Movadom et vous allez trouver la chaîne de Gwendoline avec tous les replays. Et le replay de cette visioconférence sera disponible cet après-midi. Si vous avez loupé le début, excusez-moi. Pour vous inscrire à nos prochaines visios, c'est sur go.movadom.com/visio. Vous choisissez toutes les petites vidéos qui vous intéressent et puis vous cliquez sur s'enregistrer et vous nous rejoignez le jour de la visioconférence. Si vous avez la moindre question, un petit mail à contact@movadom.com. Je remercie une nouvelle fois la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val-de-Marne et la CNSA. Et merci beaucoup, Lina.